Donc on va finir par, je pense, un des cercles les plus au sud de la Bretagne, donc Galadjad de Saint-Michel-Chef-Chef. Ouais, ça marche. Ici, ça marche là. D'accord. Voici Marie-Angélique et Louis-Armand Quevot, porniquets du XIXe siècle. Photo prise à l'occasion d'une cérémonie et transmise par une descendante par alliance, Soisy Quevot. Costume non conservé, hélas, par la famille. Nous avons pu établir des similitudes grâce à des photos de la même époque du pays de Ré et du pays nantais. Tous nos costumes sont des reconstitutions, coiffes comprises. La majorité de nos pièces de costumes, féminins et masculins, sont des copies conformes de modèles trouvés au musée du Pays de Ré à Bourgneuf. La confection de cette série de costumes date de 2019. 18 costumes féminins et 10 masculins. Les jupes, réalisées dans de beaux draps de laine assez neutres, avec un magnifique tombé. Avec Michel Guillerme, nous avons défini et décrit un modèle de jupe. Le lassage se fait à l'avant et permet aux femmes de le porter en fonction de l'évolution de leur corps. Le pli religieux sur le milieu bas de la jupe permet de jouer sur la longueur et du coup d'être porté par plusieurs générations. L'arrière de la jupe est constitué de plis godrons. Les paletots, confectionnés dans le même tissu que les jupes, ils sont extrêmement cintrés et près du corps, ouverts à l'avant et fermés par un lassage. Sur les manches, comme sur la photo de Marie-Angélique, nous avons posé une bande de velours, signe sans doute d'une certaine aisance financière. Sous le paletot, nous avons choisi de porter une petite guimpe en étamine blanche. Sur la photo, là, on peut deviner une frivolité, un nœud que nous n'avons pas pu définir, alors on n'en a pas mis. Nos châles sont réalisés en cachemire. Chaque danseuse a choisi ses motifs floraux qui ont été brodés et perlés par certaines danseuses et frangés par un danseur. Une patte de tissu cousue sous le châle et fixée sur le paletot au dos permet de le tenir. Elle a disparu avec l'évolution des châles et en permet donc une datation. À cette époque, il se porte avec 4 plis un peu bas au milieu du dos. Ils sont fixés par 4 épingles. Les 3 premières sont rabattues vers l'avant et la 4e tombe sur les épaules. Nos tabliers sont en taffetas de coton chatoyant. Nous n'avions pas les moyens financiers pour faire 20 tabliers en soie. Balénés sur la bavette, ils sont extrêmement serrés pour affiner la silhouette. Le bas du tablier est froncé et couvre seulement le devant de la jupe. Les dessous. Nous portons seulement 2 jupons. Celui du dessus est en tissu cotonnade rayé bleu, très prisé dans le pays de Ré. Il a la même ampleur que la jupe. Sautoir, avec ou sans coulisseau, camée ou petite broche et perles d'oreilles peuvent agrémenter la tenue. Pour les coiffes, nous avons choisi la dorlote, portée dans tout le pays de Ré et le pays nantais à cette époque, plutôt que la grande coiffe à battant, comme Marie-Angélique et comme Sandrine aujourd'hui pour l'occasion. Cette grande coiffe est une spécificité de Pornic. Pour les hommes, plus facile à réaliser car nous avions déjà plusieurs pièces existantes dans d'autres collections. Costume de bourg, 1880-1890, confectionné en 2010. À la chute du Second Empire, l'économie est fragile et certaines pièces vestimentaires sont réutilisées. Les pantalons, réalisés en drap de coton noir par Sandra Rohan. Quant aux chemises, elles pouvaient aussi servir de culottes. Lors d'un stage costume avec Bertrand Tolas, nous avons appris la technique d'amidonnage. Manchette, plastron, faux col. Les petits gilets à col-châle ont été confectionnés en 2018. La devanture est en coton broché. Les petits nœuds
en satin noir, discret, posées sous le faux col, sont très à la mode du jour. Les vestes, Armand emporte une, nous, on n'a ni eu le temps ni l'argent pour en confectionner. Les accessoires, chapeau melon, montre à gousset, tibis et boutons de manchette étaient très répandus. Il nous a fallu 3 années recherche et confection pour réaliser cette série de costumes, ce qui représente 2600 heures de travail. Je vous remercie. Bonjour. Vous nous avez demandé de décrire les coiffures particulières selon les zones de notre terroir. Surprenante question, car très souvent, ce sont les coiffes qui sont mises à l'honneur. Mais question judicieuse, pour qui sait que si la coiffure est bien faite, la coiffe tient parfaitement. D'où l'importance de s'attarder sur les détails de la coiffure ou sur l'art de se mettre en cheveux. Nous avons consulté les ressources iconographiques de la Maison de l'Histoire de la Bernerie en Ré, en particulier le fonds photographique de la famille Fréor, et différents ouvrages, dont celui de Paul Masson, La Dormeuse ou l'art de la coiffe nantaise. Ainsi, dans le comté nantais, la coiffure des femmes était très similaire avant 1850. Les cheveux longs, bien entendu, étaient toujours séparés en deux sur le devant par une raie au milieu, et plaqués en 2 bandeaux plats et légèrement arrondis. De Chateaubriand à Machecoul, le chignon le plus ancien et largement répandu est le chignon à 2 catogan. Ce chignon de forme carrée est réalisé en enroulant cheveux et tresses de laine. Cette dernière, après un montage complexe, coupe le chignon en 2. Seule la partie basse de ce chignon restera visible après la pose des grandes coiffes. Suivant l'évolution des coiffes dans les zones du comté nantais, les coiffures se sont adaptées et différenciées. C'est la coiffe qui impose la forme et la place du chignon. Le chignon n'en est que le support. Toutes les particularités de coiffure consistent donc en la manière de former le chignon à l'arrière de la tête. Observons donc les chignons en fonction des zones de notre terroir. Le chignon à 2 catogans a perduré sur les secteurs de Pontchâteau, Saint-Gildas et La Brière. Dans le pays de la Mai, le chignon est de forme carrée à 1 catogan. Cette forme carrée a pour effet de faire gonfler la coiffe de chaque côté. C'est la zone 2 de notre carte. Pour la zone 3, le vignoble nantais, les femmes portent un chignon ovale de tresse, porté également sur la nuque. Il a fallu l'adapter pour les coiffes à dallets, gaufrées ou non. En Basse-Loire, la zone 4, Couéron, Cordemais, le chignon de forme ovale s'élargit pour suivre la nuque et permettre de poser la coiffe à pignon rentrant. Dans le pays de Ré, notre pays, le chignon est toujours porté bas. Il est rond sur la dorlote et s'aplatit avec le port de la dormeuse. Regardons comment est coiffée Marie-France. Sous la coiffe, on retrouve bien évidemment les fondamentaux de la coiffure. Les cheveux séparés en 2 bandeaux lissés et plaqués à l'eau sucrée, fixateur naturel. Le chignon, une résille enveloppant la coiffure, une tresse de laine ou un ruban de velours maintenant le tout. Avec le temps et l'influence de la mode, les femmes se sont autorisées à rediviser chaque bandeau latéral
Le bandeau le plus bas remonte alors vers l'arrière de la tête. Au fil du temps, la coiffure a pris la prépondérance sur la coiffe. La coque apparaît sur le devant de la tête, le ruban résille est abandonné, le chignon se cache de plus en plus sous la coiffe en remontant vers le sommet du crâne. Avec toutes ces évolutions de coiffure, la coiffe se porte de plus en plus vers l'arrière de la tête et finit par disparaître, laissant place au chignon haut. Je vous remercie. On va vous poser quelques questions. Moi, j'ai une première question sur vos dessous. Vous nous avez parlé de vos sous-jupes, jupons, etc. Et je m'interrogeais par rapport à vos iconographies, à celles que vous nous montrez en grand, et puis aux autres que vous présentez dans votre dossier. Est-ce que sur cette période-là, il n'y avait pas d'autres types de dessous, des premières petites crinolines, des jupons cordés ou des choses un peu plus structurées parce qu'elles ont vraiment une forme bombée sur vos iconos. Donc, est-ce que vous avez fait des recherches là-dessus quelles questions vous vous êtes posées là-dessus? Ça m'intéresserait que vous en parliez. Alors, à la réponse, ça serait plutôt non, en fait, il n'y a pas de crinoline. Tout le gonflant était donné vraiment sur les jupons. Alors c'est vrai que Nelly a dit qu'il avait 2 jupons, il pouvait en avoir 3, voire 4 des fois. Donc c'est vraiment les jupons qui donnaient toute l'ampleur. En plus de ça, elle portait des faux culs, donc ils donnaient tout le gonflant sur l'arrière. Et grâce à tous les plis religieux qui sont derrière, en fait, ça donnait vraiment une horizontalité aux plis religieux pour retomber après à l'arrière. Voilà, et faire du coup le gonflant sur les fesses. J'ai eu un peu les réponses à ma question parce que je voulais parler de l'évolution de la dorlote dans les années, quoi. Voilà, c'est tout. Parce que là, vous avez des dorlotes fin de siècle, et je pense qu'après, ça a bougé. Alors, la dorlote est une coiffe transitoire entre 2 modes, entre la mode de la grande coiffe que Sandrine porte, la coiffe à Hénin, on peut appeler celle-ci comme ça, avec les battants, et également donc notre coiffe plus généraliste dans le comté nantais qui est la dormeuse, qui est arrivée bien après. Mais toujours est-il qu'elles portent toutes les mêmes fondamentaux de pièces, c'est juste les volumes et les grandeurs qui différencient. Alors on voit que vous avez fait des choix de couleurs assez harmonieux et que vous avez aussi mixé entre les camisoles, les jupes, les tabliers. Est-ce que vous nous évoquez effectivement dans votre dossier avoir travaillé sur cette harmonie des couleurs? Est-ce que vous avez des sources plus particulièrement sur ces choix de couleurs? Quelles couleurs ressortent pour l'époque et par rapport au choix que vous avez fait? Alors chez nous dans le pays de Ré, les couleurs phares étaient le marron, le bleu, le vert canard. Voilà, on a une preuve en fait à Saint-Michel. On a un vitrail où on peut voir donc deux dames de cette époque-ci qui portent ces robes avec la couleur bleue et la couleur verte. Il y avait des couleurs très chatoyantes, très claires, mais qui étaient vraiment réservées pour le port de Pornic, car les tissus arrivaient vraiment sur le port de Pornic et c'était les porniquais qui se servaient sur tous les tissus beaucoup plus lumineux. Donc dans l'arrière-pays, on avait les tissus un peu plus sombres et ceux qu'on porte ici. Vous évoquez aussi, toujours dans votre dossier, vous parlez de gilets, vous spécifiez à la mode du pays de Ré et nantais de cette époque. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui peut distinguer ces modes-là de gilets civils? Enfin, est-ce qu'il y a des spécificités, des choses qui étaient plus à la mode ou plus appréciées sur le territoire? Je pense le col châle, vraiment une spécificité par rapport à cette coupe d'époque. On a retrouvé également au musée du Pays de Ré une autre coupe. On ne le porte pas sur ce modèle-ci, avec un col remontant d'un petit gilet. Maintenant, à la question par rapport au petit gilet plutôt français,
Je pense, oui, c'est vraiment ce col qui différencie. Également, je crois, l'épaisseur et la qualité des tissus qui sont employés. Rapidos. Vous avez eu une formation sur le glaçage des cols, des plastrons et des manchettes. Quel genre d'amidon utilisez-vous et quels sont les trucs pour arriver à ça? J'ai 10 secondes, c'est un secret. Voilà. Je plaisante. Alors, comme je suis très féru de coiffe, c'est moi qui fais toutes les coiffes, j'utilise un amidon donc type pour faire mes coiffes, que je le fais un peu plus léger. Donc du coup, je mets de l'amidon de riz, la gomme arabique, un peu de bleu dedans, et puis également, je vais permettre de mettre du cierge qui donne un peu le glacé. Voilà. Le glacé, c'est la cire. Tout à fait. Pas trop chaud, sans doute. Il faut bien faire fondre la cire dedans, en fait. Après, du coup, je l'applique à tiède, effectivement. Et ensuite, le fer à repasser par-dessus avec une pâte mouille dessus. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci à vous. Bonne continuation.